Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h16, le petit déjeuner politique ce matin au micro de Patrick Roger. C'est Henri Guénaud, essayiste, ancien député et ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Bonjour à tous et bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Big Bang politique, l'Assemblée nationale complètement transformée, des insoumis, des RN aux manettes. Les LR ont-ils encore un avenir, alliance ou non avec la Macronie? Où va la France? Inflation, grève et pénurie à tous les étages. Quelques-unes des questions que nous allons essayer d'aborder en un petit quart d'heure. Alors commençons donc Henri Guénaud, parce qu'il vient de se passer à l'Assemblée nationale hier notamment. C'est Éric Coquerel, un insoumis, qui a raflé la présidence de la Commission des finances. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a été élu parce que les LR et les centristes ont préféré cette solution plutôt que, entre guillemets, pactiser avec le Rassemblement national. Que pensez-vous de l'attitude de votre ancienne famille? Alors d'abord, ce n'est pas exact. Il y a 8 LR à la Commission des finances et M. Coquerel a fait 21 voix. Donc, même si tous les LR avaient voté, il y a eu 11 voix pour le Rassemblement national, même si tous les LR avaient voté pour le Rassemblement national, ça n'aurait pas suffi. Oui, mais il aurait pu avec Charles de Courson même avec Charles de Courson, ça suffisait pas. Voilà, oui. il aurait un de plus, mais en tout cas, ce ne sont pas les LR à eux seuls qui ont empêché le candidat du RN d'être élu. Voilà. Mais il y aurait pu y avoir peut-être une sorte de front, non? Oui, mais vous savez, c'est ce qui est un peu dramatique dans cette nouvelle assemblée. Outre les tensions entre les soi-disant partis extrêmes et les partis plus modérés ou centristes, mais qui finissent par tourner au ridicule. Une assemblée, c'est une assemblée, tout le monde a été élu. Et si l'intérieur de l'Assemblée c'est la guerre permanente, on va pas en sortir. On va offrir aux Français, enfin l'Assemblée va offrir aux Français un spectacle absolument lamentable. Voilà, il y a 89 députés RN, voilà, ils n'ont pas à être tenus à l'écart de tout, pas plus que les LFI n'ont à être tenus à l'écart de tout. C'est bon, tout ça. Et c'est ce qui risque de se passer selon vous, on voit, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que ce sont les marchandages, c'est-à-dire que un certain nombre de gens se réjouissent en disant ça y est, l'Assemblée est redevenue le cœur battant de la démocratie. Elle représente un peu plus toutes les sensibilités. Oui, mais ça on voit bien le résultat. Vouloir que l'Assemblée représente absolument toutes les sensibilités finit par faire des assemblées ingouvernables ou bien des assemblées qu'on ne peut gouverner que par le marchandage permanent. Mais le marchandage permanent, c'est pas le summum de la démocratie. Le marchandage permanent, ça nous renvoie aux républiques du passé qui nous ont conduits là où l'on sait, et offrir aux Français là encore le spectacle de marchandage, de combinaison, de renversement d'alliances, etc., n'est pas la meilleure chose, le meilleur spectacle de la démocratie qu'on puisse donner, et d'autant que ça ne fait pas des politiques cohérentes. Une politique, c'est quelque chose qui doit avoir un sens, qui doit avoir une logique, encore une fois, une cohérence que le gouvernement et la majorité parlementaire assument. Voilà, là on va tantôt aller chercher des voix au RN, tantôt aller chercher des voix à la NUP, tantôt aller chercher des voix chez quelques centristes non inscrits, etc. Ça fait pas une politique. Nous sommes en plus dans une situation qui est extrêmement tendue, une situation très grave sur le plan international comme sur le plan intérieur. On a besoin d'un cap, on a besoin d'une direction qui soit assumée et pour lequel le gouvernement puisse engager sa responsabilité devant le Parlement et devant le pays. Oui, alors quel rôle doivent jouer les LR justement? Est-ce qu'ils doivent travailler avec la majorité d'Emmanuel Macron, faire des compromis? Mais tout le monde va être amené à faire des compromis, puisque c'est l'état actuel. C'est pas forcément une très bonne chose d'avoir à faire des compromis, de pouvoir gouverner que par des compromis tous les jours, même si le compromis ça fait partie de la vie. Mais en faire le principe même de fonctionnement du Parlement, c'est pas une bonne idée. Mais il n'y a pas que les LR. Enfin, les LR, alors, ils ont le choix entre soit faire une coalition gouvernementale, c'est-à-dire entrer dans former avec le groupe central macronien, Renaissance, Horizon et le MoDem une nouvelle majorité. Ça aurait une majorité absolue. À ce moment-là, ils prennent la responsabilité de toute la politique du gouvernement et ils vont expliquer à leurs électeurs qui, pour un certain nombre d'entre eux, les ont élus contre
après une campagne contre le président de la République, que entre-temps ils ont changé d'avis, que finalement ils sont avec lui. Alors sauf à avoir négocié un projet qui soit plus proche du projet des LR que de celui du président de la République, ça va être un peu compliqué d'expliquer ça aux gens et d'expliquer que c'est la démocratie. En revanche, donc je pense que ça c'est une formule qui est exclue. En revanche, il va falloir... qui est exclue. À mon avis, oui. Enfin, c'est ce qu'a dit Christian Jacob. C'est ce qu'on dit. Qui quitte les Républicains aujourd'hui. Le parlementaire, il quitte la présidence des Républicains. Je ne crois pas qu'aujourd'hui. Vous dites en revanche, que faut-il faire alors? En revanche, projet par projet, il y aura encore une fois des discussions, des marchandages, et le groupe LR prendra ses responsabilités. Même dans ce cas de figure, probablement chacun des députés LR. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre aussi dans cette assemblée à ce que les disciplines de vote et les disciplines de groupe ne soient pas toujours respecté et toujours ferme. Alors Nicolas Sarkozy, dont vous êtes l'ancien conseiller, quand même pousse lui fortement pour cette alliance avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai décidé de n'en rien penser. Voilà. À propos de Nicolas Sarkozy? Oui, enfin moi Est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas d'amitié pour lui maintenant? Voilà, ça c'est son choix, je respecte. Il a tué la droite, Nicolas Sarkozy? Non, la droite s'est tuée toute seule. D'abord, mais avec la complicité de Nicolas Sarkozy, non? Non, vous plaisantez, non, c'est pas Nicolas Sarkozy. Dernièrement, c'est pas Nicolas Sarkozy il n'a pas soutenu, par exemple, Valérie Pécresse. Vous pensez que c'est ça qui fait que en partie, peut-être, 5% des voix? Non, mais c'est une plaisanterie. Je veux dire que voilà, chacun est responsable de ce qu'il fait, de la façon dont il s'adresse au peuple français. Quand on veut être président de la République, on va à la rencontre du peuple. Si le peuple vous dit que vous approuve à moins de 5%, voilà, il faut en tirer les conséquences. Mais je vous rappelle qu'avant, c'est pas la première défaite des Républicains depuis 2017. Donc non, c'est pas. Il faut arrêter pour porter la responsabilité sur les autres. Et notamment sur Nicolas Sarkozy, la droite là, ces dernières années, elle a trop regardé justement Nicolas Sarkozy derrière pour savoir ce qu'il pouvait faire. Elle l'a trop regardé, c'est que la droite pendant des années, enfin ce que vous appelez la droite, mot que moi je n'aime pas parce que ne veut en réalité rien dire. Qu'est-ce que la droite en France? Il y a des droites qui ne s'entendent pas, qui ont des traditions extrêmement différentes, et les Républicains sont censés être au moins en grande partie l'héritier de quelque chose qui ne s'est jamais appelé la droite. Alors Henri Guénaud, par où elle passe justement l'avenir de cette droite ou de ces droites, comme vous dites aujourd'hui? Est-ce que c'est Laurent Wauquiez qui doit reprendre? Est-ce qu'il doit y avoir une union en fait plus large? Il faut, la politique, et en particulier dans un régime comme celui de la Ve République, mais c'est vrai aussi dans les autres, elle a besoin d'incarnation. Mais l'incarnation, ça vient après l'idée. C'est-à-dire on incarne quelque chose, on incarne une idée, on incarne une politique, on incarne une vision de la société, une vision de la France, une vision du monde. Et donc la première chose à faire, mais c'est pas vrai que pour les Républicains, c'est vrai aussi pour les socialistes, c'est vrai d'ailleurs pour toutes les familles politiques, qui ne sont plus des familles politiques aujourd'hui, qui sont des partis, mais qui ne s'enracinent plus dans un courant d'idées. Ils ont tous à reconstruire leur vision de la France, leur vision de l'avenir, leur vision de la société, de la politique étrangère. Finalement, qui incarne le mieux? C'est peut-être Emmanuel Macron qui incarne une certaine vision de la droite, quoi, non? Non, il incarne. Qu'est-ce qu'il incarne? Il incarne rien, comme les autres. Mais non, il incarne rien. C'est-à-dire, il est impossible de savoir ce qu'est la vision de la société, la vision de la France et de l'avenir en suivant les décisions et les politiques qui ont été menées des décisions qui ont été prises et les politiques qui ont été conduites depuis 2017 par Emmanuel Macron. Voilà, alors on peut dire qu'il s'est adapté aux circonstances, mais si quelqu'un trouve une ligne claire depuis 2017, il est très fort parce que voilà, on s'adapte aux circonstances, mais c'est vraiment une adaptation circonstancielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité. Vous savez, il y a quelques semaines, on disait il ne faut pas humilier la Russie. Maintenant, on dit la Russie c'est l'ennemi, il faut la battre. Bon, et c'est vrai dans tous les domaines. Il a commencé par son quinquennat par vouloir faire des grandes réformes.
puis finalement, il n'a pas fait d'effort. Oui, mais il recherchait ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que trouver en fait un consensus pour mener une politique pour le pays. Non, mais le consensus, c'est pas le consensus. On a besoin du consentement des gens, pas du consensus. Et quand ni le consentement ni le consensus, il ne les a trouvés. Oui. Voilà, il ne les a même construits. Enfin, il n'a pas cherché à les construire. Donc il a suivi une voie qu'on peut juger relativement erratique, mais qui n'est pas au fond plus erratique et plus incertaine que celle de tous les autres aujourd'hui. Oui, Henri Guénaud, mercredi prochain, discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Déjà, est-ce que Emmanuel Macron a bien fait de la conforter, selon vous? Et est-ce qu'elle doit solliciter le vote de confiance? Alors, sur le premier point, moi, j'ai pas d'opinion, c'est le choix du président de la République, il en assumera les conséquences. Je suis pas sûr qu'elle ait la force politique nécessaire pour conduire une assemblée qui est composée de cette façon. En revanche, j'ai une opinion très tranchée sur la seconde question. Oui. Du point de vue du respect des institutions, moi, à titre personnel, je ne souhaite pas que Madame Borne pose la question de confiance. Sous la Ve République, le Parlement n'investit pas le gouvernement. Là, c'était la Quatrième République. C'est le président de la République qui le nomme. Ça n'empêche pas le Parlement, si on ne lui pose pas la question de confiance, de mettre lui-même en cause avec une motion de censure le gouvernement. Bon. Mais dans l'état actuel des choses, alors, je sais qu'on a beaucoup posé la question de confiance, mais en général, quand ça ne posait pas de problème de confiance, c'est-à-dire qu'il y avait une majorité à l'Assemblée, donc le Premier ministre le gouvernement se faisait adouber par une majorité dont on était sûr qu'elle allait voter la confiance. Mais dans la situation actuelle, ça veut dire au fond que le gouvernement cherche une investiture du Parlement, et ça, je pense que ça serait un précédent dommageable. Et d'autre part, on peut me dire, mais ce qu'on m'a dit, mais alors il suffit simplement pour qu'elle ait la majorité, ce qui à mon avis n'est pas gagné, qu'un certain nombre de groupes s'abstiennent. Oui. Mais ça veut dire quoi de s'abstenir d'un discours de politique générale? Le discours de politique générale, il sert à tracer la ligne de partage entre la majorité et l'opposition. Donc s'abstenir, c'est dire quoi? C'est dire je ne suis ni dans la majorité ni dans l'opposition. Mais ça, c'est pas la démocratie. Ce qui ne veut pas dire que l'opposition doit être obstructive, qu'elle doit être bornée, etc. Mais quand même, à un moment donné, vous choisissez d'être dans la majorité et dans l'opposition. Si vous vous prononcez sur un discours de politique générale, vous vous prononcez en disant je suis pour ou je suis contre, c'est-à-dire je suis dans la majorité ou je suis dans l'opposition. Donc je trouve que ça serait une occasion de plus de dérégler les institutions. Voilà, c'est mon sentiment. Donc elle ne doit pas solliciter ce vote de confiance. Du point de vue de la logique des institutions, je pense que ça ne serait pas une bonne chose. Voilà. Henri Guénaud, pour vous le souverainiste, comment voyez-vous l'évolution de la France? Certains ont-ils tort de parler de délitement, voire il y en a même qui pronostiquent un effondrement du pays? Le pays se porte pas bien. Alors c'est pas le seul. Tout l'Occident se porte mal. Regardez les États-Unis, regardez les autres pays, regardez la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Bon, Monsieur Johnson est au bord sur le départ, où les Écossais veulent, en tout cas le gouvernement écossais veut quitter le Royaume-Uni. Bref. L'Occident ne se porte pas bien et la France pas bien du tout. Voilà, je pense que tout le monde fait ce constat d'une société qui est au bord de la rupture. Et puis il y a la guerre aux portes de l'Europe. Voilà, on continue dans la surenchère, on continue dans l'escalade, à la fois en prenant le risque que le conflit s'étende et en continuant à prononcer des sanctions qui certes touchent beaucoup les Russes, mais qui touchent aussi nos sociétés directement. Des sociétés déjà fragiles, déjà au bord de la rupture, qui craquera le premier. Oui, mais alors comment peut-on arrêter la Russie dans cette guerre en Ukraine? Mais moi, le problème ne se pose pas de cette façon. La première question, c'est d'abord, voulons-nous la guerre? C'est-à-dire nous, faire la guerre, nous. Oui ou non? Je pense que la réponse, si elle était posée à tous les peuples d'Europe, c'est non. Parce que c'est une guerre extrêmement dangereuse, parce qu'il y a des armes nucléaires derrière. Voilà. Donc, alors ensuite, voulons-nous qu'elle dure, cette guerre entre les Ukrainiens et les Russes? On voit déjà les effets délétères pour tout le monde. Pour les Ukrainiens d'abord, et pour l'Europe et pour le monde entier. Regardez ce qui s'est passé au sommet de Madrid. Sommet de Madrid, on a commencé à mettre en place la guerre froide de demain, pas d'après-demain, de demain. Mais cette guerre froide, la première victime, il faut bien le comprendre, ça sera d'abord le risque pour la paix du monde, mais surtout, première victime, ce sera l'Europe. L'Europe qui n'a pas de matières premières, ou très très peu, qui est totalement dépendante du reste du monde, pas du tout comme les États-Unis, qui est en première ligne dans cette guerre froide. Je veux dire,
voilà, on entre dans un monde où l'Europe est quand même en train de se saborder elle-même. Ah, donc il faut maintenant, mais on aurait dû le faire d'abord avant que la guerre éclate, et il faudra le faire le plus tôt possible, trouver une voie diplomatique, essayer... Oui, mais est-ce que Vladimir Poutine est prêt Ça dépend ce qu'on met sur la table. Je pense que là, on s'en éloigne de toute façon beaucoup, puisqu'on fait rentrer l'Ukraine et on veut faire rentrer aussi la Géorgie, à l'adhésion dans l'Union européenne, d'abord. Bon, il y a des étapes, mais bon. Deuxième, oui, mais d'accord, enfin, la décision est prise. Je sais que tout le monde s'en fiche, puisque tout le monde dit, oh, c'est pas grave, c'est dans 15 ou 20 ans. Bon, on verra comment dans 15 ou 20 ans on règle le problème. Ne serait-ce d'ailleurs que le problème économique. Il va falloir faire des transferts de richesses considérables. Je ne suis pas sûr que nos sociétés, c'est un pays arrive à supporter. C'est un pays de 45 millions d'habitants. Voilà, dont le PIB par tête est inférieur d'un tiers à celui de la Roumanie, qui est un des plus faibles de l'Union européenne. Henri Guénaud, il nous reste une minute. Et puis à l'OTAN, voilà, les faire rentrer dans l'OTAN, c'est pas non plus l'idée du siècle. Il nous reste une minute. Si vous deviez, vision plutôt pessimiste ce matin, si vous deviez recommencer votre carrière, est-ce que vous vous engageriez en politique aujourd'hui ? Je crois que l'envie de l'engagement ou le besoin d'engagement, il est inhérent à la personne, à la personnalité de chacun, donc à la mienne en tout cas. Maintenant, c'est vrai que la politique aujourd'hui a quelque chose parfois de désespérant, ou de déprimant, parce que moi, quand je suis rentré, quand je commençais à m'intéresser à la politique, que j'ai adhéré, milité, même si c'était pas mon métier, dans ma famille politique, il y avait des Mesmer, des Debré, des personnalités, des Pasqua, des et là, il n'y en a plus. Les personnalités ne veulent plus. Au même Parti Socialiste, regardez ce qu'a été l'effloraison du Parti Socialiste dans les années 70 et 80 en termes de personnalité. On peut être pour ou contre, mais quand même. Et là, on se retrouve avec un appauvrissement du personnel politique qui est réel, qui tient aussi aux conditions qu'on fait à la politique et au fait que la politique elle-même a abandonné le pouvoir. Elle a abandonné le pouvoir à toutes sortes d'institutions, elle a abandonné le pouvoir au marché, elle a abandonné le pouvoir à l'Union européenne, à l'OMC, aux autorités administratives indépendantes. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'elle offre le visage de l'impuissance, et que le peuple français, quand il vote, commence à comprendre qu'il vote pour des gens qui se sont débarrassés de tous les moyens, tous les leviers pour répondre aux problèmes des Français. Bon, il ne faut pas s'étonner que la participation soit ce qu'elle est. Mais oui, j'ai fait une tribune il n'y a pas longtemps. Vous savez, le peuple est roi, mais le roi est nu et il le sait. Voilà, c'est-à-dire qu'il sait que même quand on lui demande de prendre la parole, ça sert à rien. Donc ça peut pas durer très longtemps comme ça. Merci Henri Guénaud d'être venu ce matin au micro Sud Radio.